forum, on va parler de tes recherches et d'autres recherches de chercheurs. On regarde des actes, des statuts, des régulations. Il y a plusieurs livres auxquels on fait référence, donc les manuels de style, les dictionnaires. Donc pour donner les références à ceux qui regardent, tu peux nous donner des livres, ceux que tu penses qui sont les plus utiles et le plus intéressants. Donc ce livre a été le premier livre auquel je me suis intéressé, mais je ne pouvais pas trouver glossa dedans. La glosse du texte tout majuscule, tout capital. Donc tu l'as découvert dans ce livre ou dans un autre? Non, mais crois-le ou non, ils y font référence dedans en fait. Donc le nouveau manuel de style d'Oxford. Mais à l'époque, c'était le livre que j'utilisais quand je parlais au magistrat Pinder, en référence au texte tout capital. Car je lui posais la question au magistrat, à ce monsieur Pinder. Je lui ai dit ça, c'est le livre où il y a les règles de l'anglais classique. Et je n'arrive pas à y trouver dedans où on écrit en tout capital. C'est un langage descriptif ici. Mais dedans, ils font quand même référence au mot casting. Alors, entre parenthèses, qui a plusieurs sens. Ça a le sens de recruter des acteurs, un box pour les chevaux, un moulage ou un modèle, on prend l'empreinte d'un animal, un plâtre, un jet de l'appât ou d'un leurre pour la pêche. Et donc dans le générique d'un film, tous les noms sont en tout capital. Et donc c'est le cast ou le casting, l'ensemble des acteurs. Et donc cela renvoie au symbolisme et des images ou des moulures sculptées, gravées dans la pierre, donc engrave. Donc gravé et graphe, et grave en anglais c'est la tombe. Donc avec les moulages on fait des statues, donc comme un statut, un acte. Donc ça c'était le premier livre, mais le deuxième le plus important que tout le monde connaît maintenant. C'est le manuel de style de Chicago. Ouais, c'est là que tu as trouvé le glossa, la glose. Oui, c'est ça, au numéro 11.1.4.4, où il y a le glossa et 11.1.4.7, qui est l'endroit le plus important et le pire du livre en ce qui concerne le gouvernement et ses exactions, car cela réfère à l'ASL, la langue des signes américaine, et à quoi elle ressemble exactement. Et ça dit aussi que l'ASL, qui est donc l'écriture tout capitale, donc une langue des signes, suit la grammaire du latin, et non pas les règles grammaticales de l'anglais. Ouais, c'est là qu'on a la division dans les langages, ça fait deux langages, et qui entraîne la corruption dans les documents. Oui, alors c'est bizarre si tu vas sur internet et que tu tapes latin ancien ou vieux latin, car c'est la langue officielle du Vatican, toujours. Hein. Et donc tu vas remarquer quand tu vois le latin ancien, vieux latin, regarde les inscriptions et de comment c'était écrit. Donc c'est toutes les lettres en majuscules, tout capital. Mais entre chaque mot, il y a un petit triangle qui est gravé, une marque ou un petit cercle. Donc il y a une marque entre les mots. Donc là, on lit New Oxford Style Manual. En vieux latin, tu auras New plus la marque, Oxford plus la marque, Style plus la marque. Mais il n'y aurait pas de marque donc après Manual. Donc ce qui joint les signes ensemble, c'est la marque entre les signes. Donc ça, c'est le vrai vieux latin. Et donc en anglais, c'est pareil, sauf qu'il y a un espace entre les deux mots à la place. Et c'est cet espace qui fait la jointure entre les deux mots. Alors qu'un espace et un point, on appelle une période, ou deux espaces constituent une séparation entre les mots. Donc si tu as une phrase et que tu arrives à la fin de la phrase, tu peux mettre un point et un espace, ou tu peux mettre deux espaces. Et ça, on le retrouve sur l'acte de naissance, où tu as tes prénoms, et ils mettent deux espaces en fait. Et ça, c'est une autre arnaque qu'ils font. Et ça, avant qu'ils mettent le nom. Donc ça casse la juridiction entre les deux, ça casse la phrase. Entre parenthèses, sur l'acte français, il y a peut-être un problème de virgule entre les prénoms et le nom. Donc le vieux latin est bien la langue du Vatican. Et ensuite, tu as l'anglais qui est la langue officielle de la common law. Et ce que le latin de chien ou le latin de cuisine est, c'est la corruption de l'anglais et de son style, de sa grammaire. Car ils ont enlevé les marques entre les mots. Donc on lit plusieurs phrases en fait, New, Oxford, Style, Manual. Et même en dessous, en plus petit, c'est la présomption que ça dit, le livre de référence auquel on a le plus confiance. Mais dans les vrais faits,
Grammatiquement, on lit the, ensuite world's, most et trusted comme des phrases séparées. Ensuite, référence et books. Et ces signes ne sont pas reliés entre eux. Et ça, c'est la corruption dans le texte. Donc c'est le latin de cuisine, dog latin en anglais, ou le latin débasé. Donc avili, le mot débasé, grammaticalement, signifie criminel, immoral, car ça trompe les gens, ça les entraîne à se tromper volontairement, en pensant que cela signifie de l'anglais, alors que c'est juste un signe, une image, qui si on le lit vraiment signifie absolument rien. Donc c'est quoi la différence entre le dog latin, le latin de cuisine, visuellement, avec le vieux latin? Si le vieux latin est la langue légitime du Vatican, ou la forme légitime du latin en général. Oui, la différence c'est juste la ponctuation entre les signes. Mais dans la langue des signes américaine, eux ils utilisent le tiret. Donc c'est ce que le manuel de Chicago de style précise. Donc c'est le même style, c'est une marque. Donc il y a vraiment que ces deux livres, j'ai regardé, enfin en tout cas celui-là, j'ai essayé de trouver dedans, mais le magistrat ne voulait pas répondre à ma question. Et 7 ans plus tard, avec l'aide de Rohan Lorian, donc moi que je savais que c'était dans ces deux livres-là, avec aussi peut-être le manuel de style de Pittsburgh. Et la raison pourquoi je suis allé près du manuel de style de Pittsburgh, c'est parce que j'ai remonté les années et l'histoire depuis Justinien et les empereurs romains. Donc la lignée des États-Unis, on commence vers les années 1200. Il y a un truc qui s'est passé vers 1250 avec le pape. Oui, cette lignée a finalement échoué en Suisse. Et ce qui est étrange, car la Suisse maintenant est là où il y a la Banque mondiale. Ensuite, une famille d'eux bougeait de la Suisse vers Pittsburgh. Pour ceux qui connaissent Pittsburgh, Pitts, c'est le trou, une antre. Donc cette lignée est devenue contrôleur des États-Unis. Donc c'est la lignée 200 qui est juif, suisse, allemande. Et la raison que je pense que c'était eux, parce que les Pittsburgh, c'est là qu'ils ont créé l'université de Yale. C'est eux qui enseignent la grammaire, l'art et les signes, la grammaire. Donc dans cette université et d'autres universités. Donc l'université d'Yale est à Pittsburgh. C'est de là que sortent les présidents des États-Unis, qui sont vraiment les présidents de la banque. Et c'est de là que sortent aussi tous les gros banquiers des États-Unis. Ils viennent tous de Yale, c'est le collège, l'université où ils enseignent cela. La science et l'art, la grammaire des signes et de l'anglais. Est-ce que tu fais référence au Skull and Bone? Oui, la société Skull and Bone est juste en bas de la rue de l'université. C'est pas sur le campus, mais peut-être deux rues plus loin. Et donc c'est la société secrète, les Illuminés, donc les Illuminés ou Alumni de Yale. Donc à la fac, vers les années 1800, ça a commencé. Mais le Skull and Bones remonte à l'Allemagne et la société des Tulle. Et je pense que Hitler était un membre de cette société, qui était donc la société du Skull and Bones. C'est pour ça qu'il a emporté les insignes d'ailleurs. Et le crâne et les os sur sa casquette. Ouais, juste le crâne, mais oui, c'est le symbole de la mort. Donc le crâne et la croix des os, c'est le drapeau du Jolly Roger, du pirate. Donc qu'on retrouve sur l'insigne de la société Skull and Bones avec le 322. C'est le drapeau du pirate. Et donc le 322, j'en ai déjà fait la mention, qui est le nombre en dessous de ce symbole du crâne. Et dans la Bible, le 322 réfère à la Bible, à la Genèse. Et ça parle des deux arbres, du débiteur et du créditeur. Et si tu es un débiteur, un endetté, tu peux pas être le créditeur. Mais si tu regardes aussi sur l'acte des US du citoyen, donc c'est l'acte du citoyen section 322, entre parenthèses que je mettrai peut-être en lien si je le trouve. Il me semble que c'est la section naturalisation des citoyens, enfin des nés en dehors des US. Donc Cromley dit, c'est encore une coïncidence très étrange. Et on peut dire quelque part que Hitler a été honorable quand il a prétendument envahi ces pays, car il portait le symbole de pirate sur son uniforme. Donc il disait, on est des pirates corporatifs et étrangers, on vous envahit. Mais les gens, eux, pensaient qu'ils étaient envahis simplement, quoi. Et ce que les États-Unis font, en fait, c'est pareil comme la société des Tulle de Hitler, car Hitler était sponsorisé par les entreprises américaines, en fait. Donc ils font passer le drapeau au travers de l'acte US, des citoyens US.
le 3-2-2, qui est ni plus ni moins que la société Skull and Bones, qui est donc le même numéro que l'acte des citoyens US. Et les États-Unis d'Amérique ne sont pas du tout la même chose. Donc voilà, on peut rentrer dans des choses mystiques pour expliquer. Un mec comme Jordan Maxwell savait des choses comme cela, mais il y a des choses dont il n'aime pas du tout parler. Et une des choses dont il voulait pas parler justement, c'est de la glose et de l'arnaque grammaticale, des signes et de l'anglais qui est utilisé. Traduction jackfruit.